Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire Selenza et Databricks. Vous avez pu assister au premier webinaire la semaine dernière qui était les 7 clés du succès d'un projet data, animé par Mathieu Klotz et Nicolas Maillard. Donc aujourd'hui, le thème est alimenter le lakehouse et visualiser les données. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra en direct à la fin de la présentation. Et donc, le plan de ce webinaire pour aujourd'hui est, donc, on va d'abord vous parler du Lakehouse. Ensuite, on va vous parler de Delta Lake. Il y aura une démo sur Delta Lake, puis une passe sur le Databricks Runtime 7.4, et enfin, une partie théorique sur SQL Analytics avec une démo sur SQL Analytics également. Voilà, donc je vais passer à la présentation des speakers. Donc, bonjour, moi, du coup. Je suis Donatien Tessier, donc consultant data chez Selenza. Et je vais laisser Larissa se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Larissa Sudas. Je suis consultante data et intégration chez Selenza. Je laisse Quentin se présenter. Bonjour, donc moi de mon côté Quentin Ambar, solution architecte chez Databricks. Alors aujourd'hui on va discuter du Lakehouse. Donc qu'est-ce que c'est le Lakehouse et à quoi correspond ce concept qui a été proposé par Databricks. Donc pour comprendre ce que c'est le Lakehouse, il faut commencer par regarder un petit peu ce qu'on fait de façon traditionnelle avec les data warehousing, notamment pour mettre en place des use cases autour de choses de BI et de reporting et d'analyse vraiment SQL des données. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se fait traditionnellement sur la partie du data warehouse, on avait des systèmes, alors on peut penser au système un petit peu legacy pour imaginer ça comme des grosses bases Oracle, sur lesquelles on était capable d'ingérer des sources de données, qui étaient des sources de données très structurées, des données tabulaires, des données vraiment opérationnelles, par exemple de systèmes comme SAP. Et on avait des ETL qui étaient directement conçus et branchés sur ces data warehouse, avec des data marts en général en silo, sur lesquels on venait brancher des outils de BI pour venir faire du reporting et du requêtage SQL. Donc ça marchait bien jusqu'à un certain temps et on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques dès qu'on avait de gros volumes de données, dès qu'on avait des problématiques autour de données qui n'étaient pas forcément des données structurées, donc comme des vidéos, du texte, dès qu'on voulait faire des choses autour de la data science et du ML, donc comment est-ce que je valorise par exemple des données qui sont des données de texte, comment est-ce que je fais de la recherche sur des images, comment est-ce que je fais aussi de l'apprentissage un petit peu plus classique de données, même si c'est des données structurées pour pouvoir faire des prédictions sur les ventes, ce genre de use case. Et puis aussi un support limité pour tous les use cases streaming. Donc tout ça avait de grosses limitations et c'est ce qui a poussé une nouvelle phase dans l'architecture des données qui est tout ce qui tourne autour des data lakes. Donc là, on peut penser un petit peu au système à la Hadoop. Et les data lakes ont un petit peu les avantages et les inconvénients l'inverse des avantages et des inconvénients des data warehouse. Donc vous vous retrouvez avec des systèmes qui sont beaucoup plus flexibles, sur lesquels on est capable d'adresser beaucoup plus de use cases et d'ingérer tout type de données. Donc des données non structurées, on va être capable de traiter des images, du son, des vidéos, de faire des pipelines de données en streaming et derrière d'adresser tous les use cases de data science, de ML et aussi de venir être capable de gérer beaucoup plus de volumétrie de données. L'inconvénient de ce système, c'est que la partie reporting, justement, pêche un petit peu et on n'a pas des puissances de calcul pour faire des requêtages SQL purs très optimisés. On n'a pas de notion de transaction. On n'a pas tous ces avantages-là qui font que une partie SQL et notamment reporting est assez complexe. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouvait à faire dans ce cas-là? On avait des systèmes qui étaient des data warehouse qu'on venait toujours relier à la partie de data lake, avec des ETL qui viennent synchroniser les données. Donc, on se retrouve avec les données qui sont un petit peu dupliquées sur le data lake et également sur le data warehouse, de la sécurité qui est dupliquée et toute une synchronisation à faire qui est assez riche et complexe. L'autre inconvénient aussi, c'est qu'on a toujours cette partie de data warehouse qui fonctionne un petit peu en boîte noire, avec du coup les données qui sont dans un format qui sont accessibles uniquement par la data warehouse. On a besoin de passer par la data warehouse pour faire tout ce requêtage vraiment BI. Donc ça apporte beaucoup de complexité et en fin de compte, on se retrouve à faire des architectures un petit peu Frankenstein pour répondre à des besoins métiers qui sont potentiellement assez simples et qui ne tiennent pas la route dans une architecture moderne et notamment dans le cloud. Donc le concept du Lakehouse, c'est de venir en fait merger
ces deux notions. Donc, on se retrouve avec des données qui peuvent être n'importe quel type de données, des données structurées, semi-structurées ou carrément déstructurées qu'on est capable de venir ingérer et de processer. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va stocker ces données dans un format qui est ouvert et dans un endroit accessible par tous. Et c'est vraiment une notion qui est clé et qui est essentielle, notamment pour l'innovation au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire que vos données qui sont stockées dans votre lakehouse peuvent être accédées par n'importe quel système et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une puissance de calcul du lakehouse en question pour y accéder. Donc, si demain, vous voulez utiliser un service managé d'un cloud provider pour accéder à vos données, vous pouvez directement accéder à ces données qui seront stockées, par exemple, dans un blob storage sur le cloud provider de votre choix. Donc, on a vraiment cette notion de gouvernance de la donnée. La donnée doit appartenir à l'entreprise qui construit et qui ingère cette donnée-là pour pouvoir être utilisée pour n'importe quel autre use case sans être dépendant d'une plateforme tierce. Donc, sur la base de ces données, on peut rajouter une couche transactionnelle qui va nous permettre de garantir de la fiabilité sur l'ensemble des données ingérées. Et là, un élément clé pour ça, c'est d'utiliser le format Delta Lake. Donc, on va vous présenter Delta Lake un petit peu plus en détail juste après. Mais l'idée de Delta Lake, c'est vraiment de rajouter une couche de transactions acides sur des fichiers plats qui sont stockés dans un blob storage. Donc, concrètement, ça va être des fichiers parquets qui sont stockés dans un répertoire d'un blob storage avec un journal de log. Et le moteur va être capable de comprendre ce journal de log et de faire des opérations atomiques, de faire des opérations d'update, de merge, de delete directement sur vos données, et de permettre de synchroniser facilement l'ensemble de vos données, de simplifier surtout les flux d'ingestion que vous déployez. Pour pouvoir analyser ces données, une fois qu'elles ont été ingérées et déposées dans l'entrepôt de données, on utilise le Delta Engine. Donc le Delta Engine, c'est le moteur de Databricks qui permet d'avoir des temps de traitement vraiment plus rapides que, par exemple, un moteur sur Spark. Donc concrètement, en fait, on va utiliser les API de Spark, donc c'est vraiment les API open source de Spark. Par contre, le moteur d'exécution qui va lancer les traitements, au lieu d'être exécuté sur les machines qui font les traitements dans une JVM qui va avoir une exécution qui est peu performante, en fait, on va faire ces traitements-là dans un nouveau moteur d'exécution, réécrit entièrement en C++ avec des instructions vectorisées. Donc, on fait du SIMD au niveau des CPU pour en fait utiliser les CPU du mieux de leur capacité et avoir beaucoup plus d'instructions qui sont capables d'être envoyées dans chacune des machines. Donc ça nous permet d'avoir des temps de réponse qui sont extrêmement plus rapides. Et ça nous permet de débloquer tous les use cases qu'on peut avoir autour de ces données. Donc, que ce soit des use cases autour d'une analyse streaming de vos données, être capable de faire des analyses SQL en streaming au fur et à mesure que les informations arrivent. Tous les use cases orientés BI, donc concrètement être capable d'avoir par exemple un JDBC, un endpoint JDBC sur lequel vous allez être capable de brancher un tableau, un Power BI, ce genre d'outils, et faire directement vos requêtages. Et puis toutes les parties qui en découlent, plus orientées soit data science, soit ML avec la construction de modèles sur une seule plateforme. Et surtout, vous avez les données qui ont été déposées à un seul endroit, qui sont stockées à un seul endroit, et sur cette seule version de vos données, sur laquelle vous avez la garantie qu'elles sont à jour, parce que du coup, vous n'avez qu'une seule représentation de ces informations, vous pouvez venir faire tous ces différents use cases. Je vais donc donner la main à Donatien qui va vous expliquer un petit peu plus en détail toute la partie Delta Lake et comment fonctionne le moteur de Delta Lake avec plus de précision. Merci Quentin pour cette présentation du Lakehouse. Donc là, nous allons poser la question qui est: qu'apporte Delta Lake au Lakehouse? Donc ce slide, vous l'aviez vu déjà lors du premier webinaire, mais du coup, il représente l'organisation du Data Lake avec sur les 3 niveaux de qualité de données. Donc là, on a le Data Lake, les données sont stockées dans le Data Lake et on a 3 niveaux de données qui sont bronze, argent et or, donc bronze, silver et gold. Les données sont ingérées, et une fois qu'elles sont ingérées, elles sont mises dans le Data Lake à un niveau bronze, donc c'est les données brutes. Ensuite, on a un travail de jointure, de transformation, de nettoyage de la donnée brute pour aller pour obtenir un niveau argent. Et donc là, on va utiliser un format Delta Lake. Donc, on va voir en quoi ça consiste. Et ensuite, en dernière étape, donc l'ensemble des projets vont pouvoir aller s'alimenter, en tout cas utiliser les données argent, enfin de niveau argent, pour faire un travail sur ces données, que ce soit de l'analytics, du machine learning ou autre type de travaux dessus. Donc, chaque projet va pouvoir s'alimenter
à partir de ce niveau argent. Donc ça, c'est la deuxième étape au niveau de mon pipeline de données. Donc, on va parler là de ce qu'est Delta Lake. Donc, Delta Lake permet d'organiser facilement les données. Donc, la communauté Delta Lake, on le voit sur le graphe, est en pleine expansion depuis mars. Il y a plus de 3700 organisations qui utilisent Delta Lake. Donc, c'est croissant de plus en plus. Ce qu'apporte Delta Lake, on l'a là, c'est fiabilité, performance, qualité des données. Ça rassemble, donc c'est ce que vous avez vu lors de la présentation du Lakehouse, mais ça rassemble le meilleur du data warehousing et du Data Lake. Et donc, c'est un format open source qui est basé également sur un format ouvert, qui est le format Parquet. Le Delta Lake est garant de la fiabilité des données. Alors, pourquoi? Parce qu'il amène plusieurs choses. Déjà, il amène tout ce qui est transaction acide et aussi une fonctionnalité de validation de schéma. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que le Delta Lake, du coup, on le voit ici, est composé donc à la fois de fichiers Parquet, puisqu'on stocke des données au format Parquet, mais ce qui fait entre autres le plus du format Delta Lake, c'est les logs de transaction. Donc, ces logs de transaction vont nous permettre de suivre les évolutions des données à travers le temps. Et donc, on va pouvoir aussi remonter à une version précédente de ces données. Sachant que une des grandes forces du format Delta Lake, c'est d'être capable de pouvoir gérer à la fois du batch et du streaming, ce qui permet, ce qui fait de lui, en fait, le format tout trouvé pour mettre en place une architecture de type lambda, par exemple. Et également, Delta Lake offre la possibilité de pouvoir faire des updates, des mises à jour de vos données et aussi des suppressions de données, ce qui n'était pas possible avant le format Delta Lake. Bien sûr, ce que Delta Lake apporte aussi, c'est une optimisation des performances. Donc, à partir de Spark et un moteur optimisé par Databricks, on va avoir plusieurs autres apports, en plus de ce qu'on vient de voir, qui va être un filtrage des données qui va permettre d'aller chercher uniquement les données qui nous intéressent au niveau fichier. Et on va avoir aussi un processus d'indexation de ces données pour gagner en temps de traitement et être plus rapide au moment de traiter les données. Et on va avoir aussi un processus de compression des données afin de gagner en termes d'espace également sur ces données. Donc ensuite, Quentin va vous parler... Non, pas du tout. Ensuite, je vais vous faire une démo de Delta Lake. Donc, sur cette démo que nous allons voir, elle va s'effectuer en plusieurs étapes. L'idée de cette démo, ça va être de prendre un fichier mis à disposition dans l'Open Dataset de Azure, donc un fichier sur le Covid, et on va voir les données qui le constituent, les champs qui le constituent, de prendre ce fichier, de l'ingérer dans notre Data Lake au niveau bronze, de faire des transformations, de l'amener au niveau argent, et ensuite, dans la démo ultérieure de SQL Analytics, de voir comment on pourra visualiser ces données. Donc, passons à la démo du Delta Lake. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons prendre comme fichier de données des données provenant de l'Open Dataset de Microsoft. Ici, nous allons prendre un fichier relatif à des données sur le Covid-19. Donc, c'est ces informations-là qu'on va récupérer et on a plusieurs façons de les récupérer, mais ce qu'on va faire pour vous montrer un pipeline d'alimentation complet, on va dire, c'est nous allons récupérer le fichier en utilisant Data Factory pour l'ingestion. Donc,
l'idée, c'est de prendre le fichier de Microsoft, de le copier et de le ramener dans mon data lake. Donc, mon data lake est ici. Il est composé, donc là, on a symbolisé les 3 niveaux de données par 3 conteneurs différents. Donc, un conteneur bronze, un conteneur silver, un conteneur gold. Dans le cadre de la démo, nous n'utiliserons pas le niveau gold, mais ici, nous allons prendre le fichier, le rapatrier dans le conteneur bronze pour ensuite faire 2-3 transformations et sauvegarder le résultat en format delta dans le conteneur silver. Donc voilà comment est structuré le data lake, bronze, silver, gold. Et du coup, on va récupérer le fichier dans bronze, on va le lire à partir de Databricks sur bronze et ensuite l'écrire dans silver. Donc, passons à la copie. Comme je vous l'ai dit, la copie de données, on l'a fait en utilisant Data Factory. Donc là, on va utiliser une activité de copie. Donc l'idée, c'est qu'on a une source de données qui est donc Microsoft en fait. Donc le fichier on va aller chercher. On vous mettra le lien à la fin de la démo. On vous mettra le lien dans le chat. Donc on va aller chercher. Donc ma source c'est mon fichier Microsoft. Ma destination c'est mon data lake et je vais le mettre dans le conteneur bronze et dans le répertoire input. Et j'ai ce pipeline qui est très simple ici, qui est constitué uniquement d'une activité de copie avec donc, ma source, l'HTTP où je vais récupérer le fichier, et ma destination, le data lake. Donc là, je vais lancer le pipeline. Donc, bien sûr, en production, en tout cas dans la vraie vie, on va dire, on aura un trigger qui déclenchera la copie tous les jours, toutes les heures, peu importe. Là, on est vraiment dans un traitement batch, en mode batch des données. Donc là, j'ai exécuté ma copie de données. Ici, quand je vais voir dans la partie monitoring, je peux voir le résultat de mon activité de copie et je vois qu'elle est en succès. Et donc, si je retourne sur Data Lake, j'actualise, eh bien, je vois que j'ai récupéré mon fichier Bing COVID-19 Data Parquet. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer sur le workspace Databricks. Donc, là, on est sur le workspace Databricks créé pour l'occasion. La première étape, ça va être d'accéder aux données. Alors, on va pas détailler cette étape ici. On en a parlé lors de l'article sur la sécurité sur Databricks qu'on a fait lors du mois de la data. On vous mettra en lien dans le chat après la démo le lien vers cet article. Et donc, dans cet article, vous pourrez retrouver comment accéder aux données, enfin à la donnée en utilisant Databricks. Donc, il y a plusieurs façons de faire qui sont listées dans cet article. Ici, j'ai au préalable créé un point de montage vers le conteneur bronze et vers le conteneur silver. C'est une sorte de raccourci, on va dire. Et donc, on va voir que j'accède aux données qui sont à cet emplacement. Donc, là, on va accéder au fichier parquet depuis Databricks. On voit qu'on peut lister, donc avec cette commande, le contenu de bronze avec du répertoire inputs, et on retrouve bien le fichier parquet qu'on visualisait dans Storage Explorer, qui est l'outil sur lequel on était précédemment. Donc, j'ai bien mon fichier. À partir de ça, je suis capable de lire le contenu de ce fichier en utilisant Spark. Donc là, je charge le contenu du fichier dans un objet qui est un data frame. C'est une sorte de table en mémoire. Ici, je peux voir qu'il a inféré le schéma, donc il a déduit le schéma dans notre cas. Et donc, je retrouve bien les colonnes que j'avais au niveau des informations de l'Open Dataset. Donc, je retrouve les colonnes qui étaient indiquées. Et donc,
ensuite, je peux visualiser là, ici les 5 premières lignes de mon fichier pour avoir une idée des données qui le constituent. Voilà, donc je peux regarder les données, j'ai les différentes colonnes et je peux voir les différentes infos. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a récupéré les informations, elles sont chargées dans un data frame. Je vais pouvoir effectuer des opérations sur ce data frame. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer, enfin, de sélectionner uniquement ce qui est au niveau pays et pas au niveau mondial. Donc, on va faire un filtre pour exclure les données de niveau mondial et ne garder les niveaux que de niveau pays. Ensuite, on va faire une deuxième action qui va être de supprimer les colonnes qui s'appellent ISO 2, ISO 3, ISO subdivision. Et enfin, comme on aura des doublons, puisqu'en fait, on supprime certaines colonnes, donc on aura des informations qui seront en double. Donc, on va être amené à faire un drop duplicate, donc à supprimer les doublons, en se basant sur le champ ID, puisque je ne veux récupérer, je veux obtenir un data frame dans lequel mes lignes, donc mes identifiants sont uniques. Donc j'exécute cette requête, cette commande, et ensuite je peux visualiser le schéma de ce nouveau data frame, et je m'aperçois effectivement que je n'ai plus les colonnes ISO 2, ISO 3 et ISO subdivision. L'étape d'après va être, donc là j'ai terminé, donc on est dans une démo, donc avec des transformations relativement simples. Bien sûr, on peut avoir des transformations bien plus complexes à réaliser, comme de la normalisation de prénoms, de noms, d'adresses. On peut être amené à faire des jointures pour alimenter, enrichir les données. Ça peut avoir différents types de transformations. Mais ici, dans notre cas, voilà, les transformations consistaient uniquement à sélectionner les données qui ne sont pas mondiales et à dropper ces colonnes et à se débarrasser des doubles. Ensuite, je spécifie un chemin pour lui dire voilà où je souhaite écrire le résultat de ces transformations. Donc là, je vais utiliser le data frame qui est le résultat de mes transformations. Je vais écrire ce data frame. J'utilise un mode overwrite pour supprimer, écraser les informations, ce qui ne sera pas forcément le cas dans une vraie utilisation. Et donc, c'est là où je spécifie que le format à utiliser est le format delta. Et donc, je vais écrire, en tout cas, sauvegarder ce data frame au format delta-lec. Et donc là, je spécifie le chemin de sauvegarde de mon fichier. Voilà, donc là, on a terminé, l'écriture est terminée. Et donc, si je retourne dans mon data-lec et que je vais voir dans Silver, j'ai un dossier qui s'appelle COVID Data et j'ai des fichiers parquet qui ont été écrits et également le dossier de log qui contient les logs de transactions, entre autres. Et donc, à partir de ça, je vais créer une table. Donc là, c'est une table capable de faire des opérations, d'exécuter des opérations en SQL, en Spark SQL. Donc ici, si je vais dans la partie data, j'ai une database. Ici, on n'a pas nommé de database, donc ça a été placé dans la database default, avec une table COVID Data qui contient, qui est en fait l'image de ce que j'ai créé à la suite de mes transformations. Je vais rebasculer sur le notebook sur lequel on se trouvait. Et ensuite, une fois qu'on a pu faire ça, donc là, je vais vous montrer comment on peut supprimer une ligne. J'ai choisi un identifiant parmi les données qui composent la table COVID Data. Et là, je peux facilement supprimer une ligne avec cet identifiant.
Donc là, ça applique les modifications. Ici, je peux mettre à jour, faire un update d'une ligne assez facilement aussi. J'applique la mise à jour. Donc là, j'ai fait une suppression d'une ligne et j'ai mis à jour une autre ligne. Et ensuite, je vous parlais de la fonctionnalité time travel. Donc là, Deltalec va garder un historique des opérations qui sont effectuées sur ma table. Donc, en affichant, en utilisant la commande describe history, je suis capable de visualiser les différentes modifications, changements qui ont été faits sur cette table. Donc là, j'avais réalisé plusieurs modifications. On va voir que on pourrait être capable, je veux dire, de revenir à une étape précédente, à une version précédente de ma table. Ici. Donc là, je crée une vue qui s'appelle Updates à partir du data frame COVID Updated DF, puisque je vais écrire en SQL une opération de merge pour prendre ce qui arrive au niveau bronze et ce que j'aurais transformé, sur lequel j'ai appliqué mes transformations en mémoire. Et ensuite, je vais le merger, donc je vais le prendre pour le rajouter à mon existant qui est la partie silver. Donc, en quoi consiste le merge? Eh bien, on fait un merge sur COVID Silver, donc qui est ma référence en termes de données silver. Je vais prendre comme deuxième élément updates, donc ce qui arrive en entrée, ce qui vient d'être ingéré. Et à partir de ça, je vais dire, je fais un merge, je fais un rapprochement par rapport, ici, le rapprochement est assez simple, c'est par rapport à l'identifiant, donc l'ID des deux parties. Et j'ai deux possibilités. Donc, si je m'aperçois que l'ID existe déjà dans ma table Silver, dans ce cas-là, je fais un update. Et donc là, ici, j'ai fait un update 7 étoiles qui consiste à dire, je mets à jour l'intégralité de mes champs, mais après, je peux choisir éventuellement de mettre à jour un ou plusieurs champs, pas forcément l'intégralité. Et le deuxième cas va être when not match, de dire si je ne trouve pas l'identifiant qui arrive, dans ce cas-là, j'insère cette nouvelle ligne. Après, je peux mettre au point d'autres éléments pour dire dans tel cas, je vais supprimer une ligne ou on peut avoir une logique un peu différente. Mais voilà, en tout cas, comment fonctionne le merge. Et vous voyez qu'il peut qui peut être utile dans bien des cas pour éviter de réécraser tout, mettre à jour, de prendre uniquement un delta en entrée, les changements qui ont, par exemple, je reçois un fichier tous les jours et dans ce cas-là, j'ai juste les 10 dernières lignes à mettre à jour et dans ce cas-là, je pourrais utiliser un merge, ce qui va simplifier les traitements et les accélérer. Et enfin, je ne vous montrerai pas ici, mais on a une fonctionnalité de clone qui permet de faire un clone d'une table existante pour tester des transformations. Et une fois qu'on est sûr de ces transformations, on va pouvoir réaliser les transformations sur la table d'origine. C'est une dernière étape pour ça. Voilà, donc là, on a terminé cette démo sur le Deltalec. Et donc, on va passer à la suite qui est Databricks Runtime 7.4. Donc, après avoir vu cette démo sur Deltalec, la question qui se pose du coup, c'est quel environnement pour traiter les données. Donc, Databricks Runtime 7.4 est très approprié pour traiter ces données. Et on va voir pourquoi. Donc, depuis la Runtime 7.0, est arrivé Spark 3, qui a apporté déjà un lot énorme de corrections par rapport à Spark 2.4 et également un grand nombre d'optimisations. Donc, Databricks Runtime 7.4 est adapté pour traiter vos données. Pourquoi? Eh bien, puisque depuis la Runtime 7.0 est arrivé Spark 3
avec un lot de corrections impressionnantes et également de nombreuses optimisations. Depuis la runtime 7.3 est sortie une fonctionnalité qui s'appelle AQE, Adaptative Query Execution. L'idée de Spark fonctionne avec des transformations et des actions, et le moteur Spark en fait va essayer d'organiser, avant de lancer la requête, d'organiser les transformations de la manière la plus optimale, mais c'est une estimation qui est faite avant le lancement de la requête. AQE, lui, va intervenir au moment de l'exécution de cette requête pour essayer de réajuster le plan d'exécution, ou en tout cas va faire des choix différents que ce qui aura été fait avant de lancer la requête, puisqu'il aura connaissance de la volumétrie réelle des tables que vous allez manipuler. Ensuite, nous avons Koala 1.3 qui est disponible, qui est de base installé sur la runtime 7.4. Et donc Koalas, qui est un projet Databricks d'API Panda, mais en distribué. Et enfin, il y a l'ajout de contraintes. Donc, il y avait une fonctionnalité déjà présente qui permettait de parer, en tout cas de contrôler le fait d'avoir des champs qui sont non nuls. Mais il y a une nouvelle contrainte, l'apparition de nouvelles contraintes, qui est de vérifier que les données se trouvent entre telle et telle borne ou ne doit pas être en dessous de telle valeur. Ce qui apporte de la facilité pour contrôler la qualité des données. Donc là, on a parlé du Lakehouse, de Delta Lake, et donc on arrive à la partie visualisation avec l'arrivée de SQL Analytics que va vous présenter Quentin. Merci Donatien. Donc, comment utiliser la partie SQL Analytics pour être capable de servir des données avec un moteur plus performant et puis surtout pour être capable vraiment d'avoir les performances nécessaires à avoir ce type d'utilisation. On a besoin de temps de réponse qui soit vraiment plus faible pour une utilisation interactive. Donc jusque-là, on avait des capacités assez standards sur toutes les technologies de Delta Lake, notamment avec, par exemple, Spark pour être capable d'ingérer des données, de faire des pipelines de transformation de données. Toute la partie data science et ML était couverte de façon un petit peu classique. Mais quand on avait un besoin vraiment interactif de SQL, il peut y avoir des limitations, notamment si vous avez essayé déjà sur la partie Spark Open Source de brancher un outil de BI comme Tableau, Power BI, sur votre cluster Spark, on n'a pas forcément les réponses, les temps de réponse qui sont, on va dire, attendus. Et du coup, on se retrouve avec des utilisations qui sont un petit peu dégradées. Donc, il a fallu avoir un gros travail d'engineering pour venir vraiment accélérer cette partie-là, cette partie SQL, et être capable à la fois de supporter plus d'utilisateurs en parallèle, être capable d'avoir de meilleurs temps de réponse et de rajouter toute une panoplie de services qui sont nécessaires à des utilisations de BI, comme par exemple des caches de résultats sur les requêtes pour pouvoir servir les requêtes beaucoup plus rapidement si la même requête est exécutée encore et encore, comme c'est souvent le cas sur des dashboards d'analytics. Donc, cette nouvelle brique de SQL Analytics, elle permet de répondre à ces besoins et elle permet de répondre à des besoins vraiment orientés SQL. Donc, vous allez pouvoir avoir maintenant dans votre entreprise, dans votre organisation, des analystes qui envoient des requêtages SQL directement sur les données. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les mêmes tables qui ont été mises à la disposition lors de l'ingestion des données avec Delta Lake disponibles dans l'univers SQL. On peut venir du coup faire simplement du requêtage SQL sur ces données, concevoir des analyses, concevoir des dashboards et venir exposer ces résultats. Alors on a des utilisations un petit peu classiques, très orientées métier, par exemple au commerce, au marketing, à la partie finance, mais on peut aussi avoir des utilisations SQL et d'analyse un petit peu plus techniques à destination, par exemple, d'un utilisateur data scientist qui va être capable de venir traquer le drift de son modèle, de contrôler la qualité des données en entrée, de vérifier si les données correspondent bien aux attentes qu'on a pu mettre sur les différentes tables, et vraiment d'être capable de monitorer tout le cycle à un niveau un petit peu plus technique sur Databricks et sur la partie SQL Analytics directement. Les challenges qu'on voit classiquement pour arriver à avoir ces types de partage de données via un interfaçage SQL sont en première partie
le silo des données. Donc on a souvent un accès incomplet aux données. Donc ça vient du fait qu'on a des architectures qui justement ont plusieurs entrepôts de données qu'on doit synchroniser et pas forcément une source commune des données. Et souvent des données qui sont également périmées ou alors qui ne sont pas de bonne qualité. Et ça pareil, ça vient du fait qu'on a potentiellement un pipeline d'ingestion de données qui est très complexe avec énormément de systèmes qu'il faut synchroniser et du coup de vraies difficultés à établir ces dashboards et avoir surtout un accès à des données fraîches qui sont souvent clés dans les métiers pour avoir on va dire de bonnes attentes et de bonnes capacités sur la partie vraiment data. Et puis une vraie complexité, alors ça peut être une complexité d'administration technique, ça peut être une complexité métier à concevoir ces pipelines, ça peut être des complexités vraiment de monitoring qui viennent complexifier tout ça, et c'est vraiment la réponse qu'on propose avec cette notion de lakehouse, où en venant unifier à la fois la partie d'ingestion, à la fois la partie ML et à la fois la partie SQL, on vient surmonter tous ces challenges et simplifier toute la couche avec une plateforme qui est unifiée. Donc sur Databricks, pour répondre à ces besoins, on a une intégration avec Redash. Donc Redash, c'est un outil open source de visualisation sur lequel vous êtes capable d'écrire des requêtages SQL et de venir analyser vos données. Redash a rejoint Databricks en début d'année, donc du coup le produit de Redash est maintenant complètement intégré à Databricks et on a un nouvel univers qui est l'univers SQL qui va vous permettre d'envoyer toute cette partie de requêtage de données. Donc le premier use case est vraiment tout ce qui est de l'analyse classique, donc dans un éditeur SQL, comment est-ce que je fais mes requêtes, comment est-ce que je suis capable de visualiser les résultats, concevoir des différentes visualisations, donc ça peut être des charts, ça peut être des cartes du monde, ça peut être des camemberts, ce genre d'informations. On est ensuite capable de venir assembler ces visualisations, de les partager sur des dashboards et de les partager avec l'équipe au sens large. Donc, vous pouvez avoir des analystes qui écrivent du SQL et qui viennent ensuite concevoir des dashboards qui peuvent être derrière utilisés par d'autres personnes qui sont vraiment plus côté métier et qui n'ont pas de compétences, on va dire, techniques. C'est vraiment simplement de la visualisation et de l'analyse sur la base de ce qui a pu être développé par l'équipe qui gère les pipelines, par exemple, d'ingestion. Enfin, vous pouvez aussi connecter cette partie-là Redash SQL à de nombreuses sources de données. Donc, bien sûr, la partie Redash sur Databricks va être capable d'utiliser des endpoints SQL. On va vous montrer ça dans la démonstration juste après, pour venir interroger les données qui existent sur votre lakehouse. Mais vous avez également la possibilité de venir vous interfacer avec d'autres sources de données. Ça peut être des bases SQL, par exemple, sur un autre système, pour venir aussi merger plusieurs systèmes d'information en fonction de vos besoins et définir des alertes, par exemple, sur différentes sources de données. Donc techniquement, qu'est-ce qui rend cette partie SQL Analytics possible? Alors c'est tout d'abord la partie de ce nouveau moteur d'exécution qu'on appelle Photon, qui est le moteur d'exécution natif en C++ avec des instructions vectorisées dont on a parlé au tout début de ce webinaire, qui va nous permettre d'avoir vraiment des temps de réponse plus rapides. Donc par rapport à un cluster Databricks avec des versions de Spark, on va dire un petit peu équivalentes, on est typiquement sur des temps de résultat qui sont 3 à 4 fois plus rapides sur tout le requêtage et 10 fois plus rapides que sur des technologies de Spark open source. Vous avez toute la partie vraiment sources de données multiples qui permettent de également requêter n'importe quelle autre base. Et puis en termes de concurrence des requêtes, on a tout un nouveau scheduler, un nouveau système de load balancer pour venir être capable d'ingérer plus de requêtes en parallèle et de servir beaucoup plus d'utilisateurs connectés qui enverraient les requêtes sur un même cluster. Et ça, c'est notamment possible avec des options de cache qui sont automatiquement activées et qui permettent de venir mettre en cache une requête. Donc concrètement, si vous envoyez une requête qui a déjà été exécutée et qu'on se rend compte que les données n'ont pas changé entre-temps, on va servir les mêmes résultats de cette requête sans avoir à tout recalculer. Et du coup, ça permet d'avoir des temps d'affichage sur vos dashboards qui sont grandement accélérés. Je vais donc laisser la main à Larissa qui va pouvoir vous faire une démonstration de toute cette partie-là et construire un dashboard directement sur un jeu de données pour que vous puissiez voir tout ça en action. Merci. Merci Donatien et Quentin. Donc, allons découvrir le monde de SQL Analytics mis à notre disposition par Databricks. Donc, ça se passe par ici. Je suis dans mon workspace Databricks. Et si je vais ici, je peux accéder au workspace SQL Analytics. Donc, dans cette démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer les données mises à notre disposition par Donatien dans sa démo précédente. Donc, on va explorer les données des Covid.
Ensuite, on va créer des visualisations avec ces données et on va faire un dashboard avec tout ça. C'est parti. La première chose à faire, c'est de créer un cluster SQL Analytics. Donc, pour le faire, je vais sur l'onglet Endpoint. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des clusters optimisés exprès pour SQL Analytics. Donc, je fais New SQL Endpoint. Je lui donne un nom. Je choisis la taille de mon cluster, le plus petit. Je lui mets un auto-stop. Ensuite, j'ai l'option de auto-scale pour ce cluster et l'option d'activation de photons. Donc, pour ces deux options, il faut s'adresser d'abord à Databricks pour pouvoir les utiliser. Comme la création d'un cluster prend un tout petit peu de temps, on va utiliser pour cette démo le cluster déjà créé. Voilà. Ce qu'on peut noter, c'est que si on veut se connecter à ce cluster nouvellement créé à partir, par exemple, de Power BI, pour pouvoir visualiser nos données via Power BI, les informations de connexion se trouvent ici. On a le SQL Path et le JDBC URL. Donc, une fois que nous avons notre cluster qui est créé et démarré, l'étape suivante, c'est de créer une requête. Donc, sur l'onglet Queries, on fait New Query. Je me mets sur mon cluster. Et là, en fait, j'ai à ma disposition toutes les tables qui ont été créées dans le workspace de Data Science. Voilà, ce workspace-là. Donc là, on a bien la table COVID Data qui a été créée par Donatien lors de la démo précédente. Et je peux commencer à explorer mes données. Donc pour ça, ce que j'aimerais faire pour cette démo, c'est d'afficher le nombre de personnes qui ont été guéries de Covid par pays. Donc j'ai cette requête-là, par exemple. Ce qu'il faut souligner, c'est que là, c'est du langage Spark SQL, ce n'est pas du TSQL. Donc, par exemple, si on veut limiter le nombre de lignes ramenées à 10, on va utiliser la fonction limite 10 et non top 10 comme on le ferait sur TSQL. On attend, la première exécution est toujours un petit peu lente et ensuite les suivantes sont plus rapides parce que le cluster aura mis en cache les données. En même temps, je vais renommer ma requête et je vais la sauvegarder. Donc là, on a bien les résultats qui sont arrivés. Et maintenant qu'on a ces résultats, ce qu'on aimerait, c'est de les visualiser, par exemple, via des graphes. Donc, je fais Add visualisation. On va choisir, par exemple, le graphe de type map. Donc, ce que je choisis, c'est les pays. Dans ma table, j'ai le nom des pays en entier. Donc, je choisis l'option Full Name. Et là, c'est la somme des personnes qui ont guéri. Et donc là, j'ai ma visualisation qui a été créée. Je vais juste renommer COVID. Et je peux sauvegarder ma visualisation. Comme vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Donc, si par exemple, je veux afficher ces données d'une forme différente, je vais laisser ce graphe-là. En X, je mets les régions. En Y, le nombre de personnes guéries. Hop. Ensuite, c'est tout. Et vous voyez donc, j'ai bien mon graphe immédiatement. Je sauvegarde également. Quand on a créé une requête, ce qui est intéressant, c'est également de positionner un refresh sur cette requête-là. Donc, ça se passe vers le bas de l'écran sur ici. Donc, en fait, j'aimerais, par exemple, pour la démo, que cette requête soit rafraîchie toutes les minutes.
Je positionne. Je ne veux pas que ça finisse. Et voilà, j'ai mon refresh qui est positionné. Et maintenant, j'aimerais créer un dashboard avec tous ces éléments. Donc, pour ça, je vais sur l'onglet Dashboard, nouveau dashboard. Hop. Et donc, pour créer mon dashboard, je vais ajouter tous les éléments que j'ai créés précédemment. Donc, par exemple, là, je vais ajouter la visualisation numéro 1. Vous voyez que ça apparaît. Ensuite, je vais ajouter la visualisation numéro 2. Et par exemple, je vais ajouter également la table de données. Hop. Et donc, ça y est, j'ai mon dashboard qui est prêt. Donc, vous voyez que d'une manière très intuitive, en 3 minutes chrono, j'ai, à partir d'une table, exploré les requêtes et créé un dashboard. Une option qui est assez intéressante également de Redash, enfin de ce workspace, c'est la création des alertes. Donc, si on veut être alerté quand on a sur certaines données, on peut le faire via des alertes. Donc là, par exemple, je vais créer une alerte à partir de la requête. Pour l'exemple, c'est pas très intéressant dans le monde réel, mais pour l'exemple, pour que ça marche, je vais faire en sorte que si le nombre de personnes guéries dépasse 100, je vais être alerté. Voilà. Je choisis d'être alerté uniquement à une seule exécution et je vais utiliser le template par défaut. Hop. Et je vais être notifié. Je vais être alerté par mail lorsque cette alerte va être déclenchée. Comme j'ai mis le refresh de ma requête à 1 minute, normalement, dans 1 minute, je suis censé recevoir un mail d'alerte. Donc là, si je regarde, faut juste qu'on attende 1 minute. Hop. Donc là, comme j'ai positionné le refresh à 1 minute de notre requête, du coup, l'alerte s'est déclenchée. Et donc, si je regarde mes mails, j'ai bien reçu un mail de Redash pour cette alerte. Voilà, donc nous venons de faire un tour sur le workspace SQL Analytics, sachant que là, nous avons pris un cas assez simple, mais il est possible de faire des requêtes en joignant plusieurs sources. Merci beaucoup. Donc, lors de ce webinaire, nous avons vu comment alimenter le lakehouse et visualiser les données. D'abord, ce qu'était le lakehouse, sur quoi il reposait. Ensuite, Delta Lake, le format Delta Lake, Databricks Runtime 7.4 et enfin SQL Analytics. L'ensemble des outils mis à notre disposition, que ce soit Delta Lake, que ce soit SQL Analytics maintenant, va vous permettre, en fonction, peu importe l'entrée de vos données, d'avoir un data lake fiable, bien organisé, et d'adresser l'ensemble de vos cas d'usage. Donc, ça peut être des tableaux de bord avec que vous pouvez faire avec SQL Analytics. Ça peut être des rapports BI puisque vous pouvez connecter Power BI ou Tableau ou Looker à SQL Analytics. Et ensuite, les cas d'usage data science et machine learning et tout ce qui est pipeline de données à l'aide du Runtime Databricks pour lancer, exécuter des jobs et bien sûr de Spark.
Et donc, que vos données soient du stream, des logs, des bases de données, des images, des capteurs, du streaming, eh bien, on a vu que vous pouvez traiter à la fois du batch, à la fois du streaming avec Delta Lake et que vous serez capable de visualiser ces données avec SQL Analytics. Donc, voilà qui conclut ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Et donc, maintenant, on passe aux questions, si vous en avez. Une question de Suleiman qui dit bonjour tout le monde. Est-ce que ces logiciels sont open source? Donc, Databricks ne l'est pas, mais Spark l'est, Delta Lake l'est, et pas SQL Analytics. Tu me corriges, Quentin, si je dis des bêtises, mais... Le moteur, effectivement, de SQL Analytics n'est pas open source. Par contre, la partie Redash est open source, le produit Redash est open source. Et du coup, donc les autres questions, enfin dans la partie questions, il y a Nathalie qui demandait si le format Delta Lake pouvait être lu depuis d'autres, enfin utilisé depuis d'autres solutions. Donc oui, du coup, alors je crois que de toute façon le format Delta Lake est open source. Et du coup, c'est possible de l'utiliser avec Azure Synapse par exemple, ou peut aussi faire des copies de données depuis et vers en utilisant des activités de copie de Data Factory, et on peut aussi faire des actions dessus en utilisant Dataflow enfin Mapping Dataflow dans Azure Data Factory, et je crois qu'il y a d'autres possibilités d'utilisation externe. Il y a d'autres possibilités. On essaie vraiment de faire en sorte que Delta soit un format ouvert et du coup que n'importe quel système puisse le lire. D'ailleurs, on est en train de travailler sur d'autres choses pour pouvoir lire nativement du Delta sans même avoir de Spark ou de composants, par exemple en Python ou en Java directement. Merci. Alors, et donc Linda qui demande bonjour, il n'y a que Databricks qui propose le système innovant de Lakehouse. Je te laisse répondre à la question. Alors, c'est une bonne question. Alors, le concept peut-être le wording de Lakehouse vient de Databricks, effectivement. Donc, c'est peut-être Databricks le pionnier en tout cas là-dessus. Après, il y a sûrement quand même d'autres gens qui ont un petit peu la même approche et le même système, mais c'est vrai que c'est un concept qu'on voit beaucoup chez Databricks. Super. Tac, est-ce qu'il y avait... Alors... Michel, bonjour Nayoti. Le nombre de capteurs maximum, en d'autres mots, quelles sont les limites? Hop, et pour la sécurité de données. Alors, il y a deux questions du coup. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de capteurs qu'on peut traiter? C'est quoi? C'est au niveau du stockage ou c'est au niveau du volume à traiter en termes de streaming? Les deux. Ok. Je pense pas qu'il y ait de... Oui, c'est difficile d'atteindre des limites. Je peux donner quelques nombres. Je sais que chez certains clients en stream, on fait en termes de nombre de messages, on atteint facilement des millions d'événements par seconde qu'on sait ingérer et du coup déposer dans des tables Delta. Après, donc il n'y a pas vraiment de limite à ça. Si vous voulez même aller au-delà, on peut juste démarrer des clusters plus gros et traiter plus. Donc en termes de volumétrie, les limites sont vraiment lointaines et je pense qu'elles sont, on va dire, infinies par rapport aux use cases classiques d'IoT qu'on peut avoir. Merci. Et du coup, pour la sécurité de données, pour le coup, en fait, c'est assez... Enfin, il y a plusieurs sujets, mais du coup, comme Databricks n'a pas vocation à stocker des données, on va accéder plutôt à des sources, comme un data lake, par exemple. Donc après, c'est la sécurisation du data lake, dans l'exemple qu'on donnait. Et du coup, il y a aussi le fait d'intégrer Databricks à un VNet. Donc, dans les liens qu'on vous a donnés un peu au-dessus, on évoque ce sujet dans l'article avec Arduino de Databricks sur comment sécuriser Databricks pour l'accès aux données. Donc, je pense que
Juste, il est possible d'intégrer, du coup, enfin, là, je parle dans Azure, d'intégrer Databricks à un VNet, par exemple. Et en ce qui concerne le contrôle vraiment spécifique d'accès aux données, sur Databricks, vous avez deux possibilités. Donc, soit utiliser des astels au niveau des tables et de vos informations. Donc, c'est comme une base SQL classique. En fin de compte, vous faites des grants sur des colonnes. Et vous avez aussi l'option de vous baser sur la sécurité native du cloud provider sur les blob storage. Donc, définir des contrôles d'accès à un groupe d'utilisateurs sur ADLS, par exemple, et automatiquement sur Databricks, on va récupérer cette autorisation et propager les droits lors de l'accès à la donnée. Ça. Ok, merci. Ah, il y a une autre question. Hop. Est-ce qu'on peut exporter les dashboards vers Power BI? Alors, je pense que c'est pas l'idée, c'est plutôt si on a besoin, ce serait plutôt de connecter un Power BI à SQL Analytics. Oui, tout à fait. On peut faire les deux. Donc effectivement, en plus en mode direct query, on peut requêter directement en fait le endpoint de JDBC sur la partie SQL Analytics. Donc concrètement, Power BI génère la requête, envoie la requête au endpoint et ensuite le cluster de Databricks fait les calculs et retourne les résultats. Donc ça, c'est vraiment en mode interactif en direct. Et après, dans certains use cases, on peut toujours bien sûr exporter l'intégralité des données, faire des exports, je ne sais pas, tous les matins sur Power BI pour avoir une utilisation plus locale après par la suite. Merci Quentin. Hop. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clore la session. Le webinaire sera disponible sur YouTube, je crois, d'ici 2 jours et sera communiqué aux personnes qui étaient inscrites à ce webinaire. Écoutez, merci d'avoir suivi. Merci Quentin, merci Elsa. Et puis, on clôt la session. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.